Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Naonet Sport, la web TV 100% sport nantais. Et donc nous avons eu le plaisir la semaine dernière d'accueillir Najib Nedja pour parler boxe en période de confinement. Il est revenu sur la vie du club et les acteurs qui l'animent. Et nous te remercions encore Najib pour nous avoir partagé ta belle expérience et tout ce que tu mets en place dans le quartier de Bellevue et pour le développement du sport et de la boxe nantaise. Merci à toi encore. Ce soir, donc, nous aurons l'occasion de débattre sur un nouveau sujet, donc aller découvrir une nouvelle discipline. Et donc, seront avec moi forcément mes consultants que vous avez pu voir la semaine dernière. Dans un premier temps, je vais accueillir Jérémy Adresse du Sporting Club de Nantes. Bonsoir Vince. Et avec lui, il y aura Samuel qui est consultant et entraîneur à Vertou. Salut tout le monde. Salut Samuel. Salut Sam. Et enfin, avec nous, il y a Sidi qui est préparateur mental sur Nantes et sa région. Salut à tous. Salut Vince. Merci. Salut Monsieur. Sidi. Comment s'est passée votre semaine? Eh bien, impeccable. Impeccable pour ma part. Ça a été depuis le jeudi dernier. Travail confiné en visio. Mais bon, on s'y fait, on s'est habitué depuis 2 mois. Ouais, bon, de toute façon, on va vous découvrir au fur et à mesure et votre actualité. Et donc, ce soir, nous aurons 2 invités exceptionnellement avec nous. Donc, nous aurons l'occasion de parler forcément confinement, football. Et pour ce faire, nous avons invité 2 personnes avec nous et vous les découvrirez un peu plus tard. Et donc, la question du jour, c'est comment maintenir sa condition physique et mentale pendant le confinement. Et donc, je vais inviter Clara Matteo, pardon, excuse-moi pour la prononciation, Clara. Et salut Clara. Salut tout le monde. Comment vas-tu? Salut. Ça va bien, merci. Ça va. Merci à toi de nous rejoindre pour cet échange. Merci à vous. Et nous avons aussi Samuel Guibert. Salut tout le monde. Salut Samuel. Alors, ravi de vous rejoindre. Salut Samuel. Bonsoir Samuel. Salut. pour présenter nos 2 invités, donc Clara qui a 22 ans, est originaire de Sainte-Luce, elle est internationale française et attaquante du Paris FC depuis 2016. Donc, Samuel Guibert qui a 31 ans, originaire de Cholet, il est défenseur central au Sporting Club de Bastia depuis 2018 et il vient d'être promu en national. Donc, Jérémy nous fera revivre cette montée. Et donc, messieurs, on va progressivement entrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous avez déjà des petites questions en attendant. Ça va pour moi. Non. Non, pas particulièrement. Très bien. Tu peux y aller, on t'attend. Voilà, merci à vous de me donner la parole. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment vous vivez cette période un peu, Samuel et Clara? Honneur à Clara. C'est gentil. Honneur aux femmes c'est quand vrai même. C'est vrai que c'est une période qui n'est pas évidente, mais elle est évidente pour personne. Donc, faut réussir à garder la forme et continuer de maintenir sa condition physique pour au moment de reprendre, ne pas avoir tout perdu. Donc, il faut continuer de travailler sur ses qualités et travailler des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire en temps normal. Très bien. Et toi, Samuel? Pour ma part, c'est vrai que, comme a dit Clara, c'est une période qui est délicate pour tout le monde. Et puis, je suis pas à plaindre, j'ai un environnement qui est plutôt sympa. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont bien moins bien lotis que moi. Voilà. Et je rejoins un peu Clara, et puis Sidi me contredira pas non plus. C'est une période sur laquelle on peut se recentrer sur des choses qui sont un peu différentes. Et on a moyen de travailler de nouvelles matières. Donc, voilà. Il faut Exactement. réussir à tirer le bon côté. Est-ce que vous avez déjà vécu une période de long arrêt comme ça par le passé, blessure ou autre? Pour ma part, non, j'ai jamais connu de grosses blessures. Donc, c'est vrai que là, ça fait un certain temps que j'ai pas pu toucher le ballon. Donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'inhabituel pour moi. Moi, j'ai eu la
la mauvaise expérience de prendre un ballon dans l'œil il y a 3 ans à l'époque où j'étais à Épinal et j'ai dû rester éloigné des terrains parce que j'ai frôlé un décollement de la rétine. J'ai dû passer avoir une petite opération au laser et c'est des choses auxquelles on pense pas, mais ça m'empêchait même de courir parce que le moindre choc au sol pouvait être trop violent et pouvait causer un décollement de la rétine. Donc, on n'a pas en fait, je me retrouve plus ou moins dans la même situation parce que j'avais pas de vrai pépin physique. Je me sentais apte à jouer, mais j'étais contraint de rester sur le côté parce que c'était un petit peu trop dangereux. Donc, à des échelles un petit peu différentes, je retrouve un peu la même situation quand même. Ouais. Très Tu es bien. resté arrêté combien de temps là entre... Ça avait duré entre 6 et 8 semaines. Parce que, ouais, chaque semaine, je remontais. À l'époque, donc j'étais à Épinal et je faisais 45 minutes de route pour aller jusqu'à Nancy euh, pour faire checker un petit peu l'évolution. Et c'est qu'au bout de 3 semaines qu'il a fallu faire l'intervention au laser. Donc après le temps de cicatrisation, et voilà, j'ai pu reprendre le foot parce que bon, j'ai pu reprendre à courir un petit peu plus tôt, mais le foot, ouais, entre 6 et 8 semaines. D'accord. Très bien. Ça fait un bon arrêt. Ouais. Ouais, à peu près quelque chose de similaire à ce qu'on vit actuellement. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai tenu à vous poser cette question, parce que des fois, bah, on peut connaître des mésaventures et puis avoir déjà une première expérience, comment gérer ces émotions-là. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous permettez. Je pense que j'ai posé la question tout à l'heure, c'est comment en fait maintenir sa condition physique et mentale pendant le confinement. Vous pouvez nous poser vos questions sur le direct, on prendra un moment pour y répondre. Et donc, messieurs, dames, comment en fait, concernant le maintien de la condition physique et mentale, qu'est-ce qui a été mis en place par vos clubs respectifs et vos staffs respectifs? Alors moi, pour ma part, donc on a notre préparateur physique qui nous a envoyé un programme qu'on a à effectuer tous les jours. Donc ça alterne entre, donc on a souvent une partie athlétique tout en respectant les distances de 1 km autour du domicile. Après, on va avoir tout ce qui est gainage, de renforcement musculaire. Et donc tout ça, c'est alterné en fonction des jours. Donc on a tous les jours quelque chose à effectuer. Et après, moi, je me suis mis une petite routine aussi. Le matin, je vais faire une petite séance de yoga pour démarrer la journée. Et à la fin de la journée, pareil, je vais refaire une petite séance de yoga. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude et le temps de faire en temps normal. Et après, je vais aussi travailler tout ce qui est assouplissement ou tout ce qui est aspect prévention pour limiter un maximum les blessures au moment où on reprendra la compétition. Même si c'est dans longtemps, c'est des moments qu'il faut. Enfin, on doit en tirer du bénéfice pour la suite. Donc, du coup, je profite de tous ces moments pour travailler ce que j'ai pas l'habitude de faire en temps normal. Très bien. Et toi, Samuel? Bah, nous, un petit peu pareil. C'est le prépa physique qui a pris la main sur la suite des événements. Depuis le premier jour du confinement, il nous envoie un programme à suivre. Bon, là, il nous a laissé en autonomie depuis la semaine dernière parce que les annonces avec l'arrêt des championnats et puis le fait qu'on puisse pas se projeter sur une reprise prochaine, tout ça, ça fait que on revoit un petit peu le programme, mais il nous envoyait une séance par jour. Alors au départ, on était parti sur des séances de CrossFit, un petit peu de circuit training, et il a adapté tout ça en essayant de garder un petit peu aussi un petit peu de technique à la maison. Donc on travaille le cardio d'une manière un petit peu différente, mais on essaye de conserver une activité physique. Il nous a fait passer pas mal d'enquêtes et d'études qui montrent qu'il faudrait conserver une activité physique de 30 à 45 minutes par jour. Il faut pas que ce soit excessif non plus parce que a priori ça met en péril un petit peu le système immunitaire et c'est pas trop le bon moment. Donc voilà, essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Et donc je rejoins un peu Clara, ça permet de bosser différemment sur des choses qu'on n'a pas l'habitude. Par exemple, le CrossFit, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le foot et qui sont quand même vraiment bénéfiques. Donc, ça permet de bosser différemment et voilà, de conserver l'activité. C'est vrai que c'est pas toujours facile de rester motivé parce que
on est tout seul et puis on fait pas forcément ce qu'on aime parce que c'est pas la partie qu'on affectionne le plus. Nous, ce qu'on veut, c'est être sur le terrain avec le ballon, mais il faut ce qu'il faut. Voilà. Il y a toujours pire, donc on essaye de garder le moral et puis on avance. Très bien. Est-ce que justement vous avez des intensités à respecter ou vous faisiez ça vraiment pour le maintien de la condition physique pour ne pas revenir un peu en surcharge pondérale ou quelque chose comme ça? Je pense que le plus important, c'est le maintien de la condition physique. Après, nous, on va avoir des séances qui vont taper un peu plus dans le cardio que d'autres. Donc, du coup, là, il faut jouer le jeu et se donner à fond avec nos capacités du moment. Mais c'est vrai que même moi, là, je le ressens que j'ai déjà perdu ma condition. C'est pas la même que quand on enchaîne les matchs pendant l'année. Donc, voilà, on se donne au maximum avec les moyens qu'on a. Vous avez des sortes de fiches que vous rendez, justement, un programme à suivre et puis avec un suivi, avec des sortes de fiches que vous rendez à vos staffs ou pas? Nous, non, c'est plus à la confiance. Enfin, ils nous donnent le programme, après, on le fait. Et aussi, on essaye de faire une visio tout ensemble, une séance visio une fois par semaine. Donc, ça permet de garder le contact et de travailler tout ensemble. Donc, ça, c'est bien aussi quand on voit les autres, ça permet de garder du lien, quoi. Samuel? Et sur le. Ouais, Moi, il y a quelque... Ouais. Ouais, j'avais juste une question du coup Ok, pour Clara là, sur le visio. Est-ce que vous en profitez dans ce cas? Est-ce que vous vous retrouvez? Alors, même si c'est pas de manière physique, est-ce que le prépa met des choses en place sur du challenge ou des petits concours, je sais pas, truc tout bête par exemple, du gainage, voilà, ce qui va durer le plus longtemps ou autre? Ouais, justement, il met en place des petits challenges. Là, on a fait des jeux. Enfin, on a fait, par exemple, on a joué aux petits chevaux ou au jeu de loi. Et donc, sur chaque case, il y avait un renforcement musculaire à faire. Et donc, après, il comptabilisait. Enfin, on lui envoyait le nombre de points qu'on avait effectués. Et après, il faisait un petit classement pour justement garder aussi cet aspect challenge et compétition, parce qu'on est toutes quand même un petit peu compétitive. Et ça nous manque aussi. Donc, il essaye de mettre en place des challenges pour garder cet aspect-là aussi. Ouais. Très bien. Ok, très bien. Jérémy? Qu'est-ce que vous avez j'avais quelque chose, moi, Ouais, Samuel, moi, tu disais j'avais que... une question. Du coup, il y avait Sidi qui a pris la parole avant, et après on te donne à toi, Jérémy. Ouais. Samuel, je voulais savoir, tu disais en Ok, fait ça roule. que Allez-y, les tu gars. avais justement fait découvert et puis fait un petit travail aussi d'introspection. Qu'est-ce que tu as été chercher de nouveau en fait durant ce confinement? Bah, si tu veux, moi, disons que je suis passé par l'UNFP d'arriver à Bastia et il y avait un préparateur mental donc avec qui j'ai beaucoup discuté et avec qui je suis toujours en relation. Je l'ai eu un petit peu au téléphone cette saison. Donc comme pour ma part, j'ai vécu une saison un petit peu délicate. C'est vrai que euh, peut-être que j'aurais vécu les choses différemment si j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'ai 31 ans et je pense que j'ai un regard différent sur ma situation et pouvoir discuter avec lui, ça permet de se dire voilà, c'est pas toujours de la faute des autres, il y a toujours des choses à retravailler et c'est pas comment dire, c'est pas moi j'ai toujours été quelqu'un de bosseur et je pense qu'il y a que par le travail qu'on arrive à ses fins. Maintenant, on travaille pas forcément de la bonne manière et on travaille pas forcément sur les bonnes choses. Être buté et se dire qu'il faut, je sais pas, travailler physiquement, c'est pas forcément ce qui fera avancer. Être un monstre physique, c'est pas forcément ce qui fera avancer. Peut-être que c'est des choses différentes qu'il faut travailler. Et donc là, moi, je sais que personnellement, j'ai des lacunes de par mon âge sur ma souplesse et j'ai besoin de travailler un peu mes articulations. Des, j'ai des faiblesses physiques que j'avais pas il y a quelques années. Et donc, ça me permet ce temps de répit, on va dire, de retravailler un petit peu là-dessus. D'accord. Bon, t'es encore jeune. Jérémy? J'ai encore, Ouais, j'ai encore chose quelques très... années devant moi, mais il faut que justement je puisse faire durer la machine. Ça marche. Jérémy, du coup, excuse-moi. Chose importante que l'on n'a pas évoquée, c'est que ces sportifs de haut niveau, entre autres les footballeurs et footballeuses, c'est que la saison n'était pas terminée.
Donc en fait, ils étaient en attente. On leur demandait de se préparer avec un programme physique. On leur demandait en gros de garder une condition pour reprendre un championnat finalement. Donc c'était pas forcément évident en tout cas, j'imagine. Donc quel était votre sentiment en tout cas de cette attente de reprise de championnat? Bah, c'est vrai que le plus dur au final, c'était de ne pas savoir et de pas savoir à quoi s'attendre. Et puis, avec ce qu'on entendait, enfin, pour ma part, j'avais du mal à m'imaginer comment est-ce que nous, le foot, on pourrait reprendre alors que tout le pays était à l'arrêt. Donc, c'est vrai que j'avais du mal un peu à me projeter là-dedans, parce que je me disais qu'il allait falloir respecter les distanciations sociales, enfin, tous les gestes barrières. Donc, j'avais un peu du mal à me projeter. Et c'est vrai que de ne pas savoir, c'était assez difficile, mais de toute façon, il fallait qu'on continue de travailler, de se maintenir en forme. Donc voilà, on essayait de faire au jour le jour sans savoir où aller. Donc c'était pas forcément évident. Moi, pour ma part, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, en fait, plus on avançait dans le temps, au départ, on s'est dit, on a vu la situation dans les autres pays, on s'est dit, bon, on l'a pris un petit peu à la légère, ou en tout cas sans souci, jusqu'à ce que vraiment ça nous frappe de plein fouet. Et plus on avançait et plus la situation s'empirait, et plus je me disais, euh, bon, il y a très peu de chances que ça reprenne. Et en tout cas, moi, je me sens pas prêt à reprendre dans ces conditions-là. La preuve, c'est Ouais. qu'aujourd'hui, voilà, on arrête tout, c'est que à un moment donné, les conditions sont pas réunies pour qu'on puisse reprendre. Et c'est vrai que c'était délicat de se dire, on, on, on travaille pour une éventuelle reprise. Après, euh, encore une fois, faut prendre ce temps-là comme une opportunité de travailler sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est pas parce que, en fait, on travaille pas être prêt à un moment T et pour une reprise. Il faut travailler sur des aspects qui sont bien plus longs et bien plus profonds que ça. Donc moi, encore une fois, pour revenir sur mon cas, je sais que il faut que je travaille sur ma souplesse. Je vais pas travailler sur ma souplesse jusqu'à la reprise et puis après dire bah ça y est, c'est fini. Je sais que c'est quelque chose qu'il faudra que je continue à travailler. Donc Mhm. bah on reprend pas, tant pis. Ça, disons que c'est dur de dire que c'est une chance parce que c'est vraiment difficile à vivre, mais ça me permet de continuer à me focaliser là-dessus. Ouais. Ah, bien. Et donc, Hmm. quelles ont été les principales Moi, je difficultés que vous avez rencontrées sur cette période à peu près? J'ai pas compris la question. Les principales difficultés que vous avez rencontrées, pardon. Ouais. Enfin, moi, je pense que ça va être le fait de devoir travailler seul, parce que c'est à la base, le foot, c'est un sport d'équipe. Donc là, de devoir travailler seul, de trouver la motivation pour aller faire les programmes et ouais, de travailler dans son coin. Et après, il va y avoir tout ce qui est échange, toutes les émotions aussi qu'on vit à travers le foot, les émotions partagées avec les coéquipières, avec le staff. Ça me manque aussi. Et L'adrénaline. puis l'aspect, ouais, l'adrénaline et la compétition aussi, forcément, ça me manque. Mais oui, comme l'a dit Samuel, faut en tirer du bénéfice et, euh, et je pense qu'on travaille en grosse partie le mental avec ce confinement, donc ça va nous servir aussi pour la suite. Tu abordes le mental. Est-ce que tu es en lien avec un préparateur mental au-delà du physique? Alors je suis pas suivie personnellement, mais notre adjoint, il avait un bagage qui était assez développé sur cet aspect-là, et donc du coup, on avait un suivi avec lui et des échanges qui permettaient moi de travailler mon aspect mental aussi en parallèle. Ouais. D'accord. Samuel, du coup, pour répondre à quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées? Bah, moi, ce qui est délicat, encore une fois, ça m'a permis de bosser différemment, mais ce qui est délicat, c'est que je sais que quand je suis pas sur le terrain, et ben, j'aime bien travailler en allant faire des footings, faire du fractionné, c'est- faire des 10 kilomètres, c'est des choses que j'aime faire fréquemment. Là, le fait de pas pouvoir sortir à plus d'un kilomètre de chez soi, déjà, ça veut dire qu'il faut trouver un endroit pour courir, ce qui est pas évident. Et puis, ça a été vite frustrant de se dire que bah non, finalement, vaut mieux rester à la maison. Donc,
Ça a été délicat. Maintenant, encore une fois, hein, on arrive à bosser différemment et à trouver d'autres objectifs et essayer de s'éclater dans autre chose, trouver du plaisir quand même dans ce qu'on fait. Très bien. Et est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, monsieur? Moi, je voulais juste revenir un peu sur la prépa. Quant à savoir sur le travail, il est quand même globalisé, mais est-ce que peut-être que c'est le cas pour vous, ou peut-être pour d'autres collègues, est-ce qu'ils ont une partie qui est plus ou moins individualisée pour eux ou pour vous? Nous, on va avoir le travail de prévention qui là va être plus individualisé en fonction du passé de chacune, en fonction des blessures pour justement pallier à ces défaillances-là pour la suite, quoi. Donc oui, on va travailler par exemple si on va avoir des chevilles assez sensibles, on va travailler plus la prévention de la cheville. Une autre qui va avoir des soucis de genoux, on va travailler plus la prévention des genoux. Donc c'est plutôt cette partie-là, oui, qui est individualisée. Très bien. Nous, à vrai dire, encore une fois, le prépa physique envoie à tout le monde un programme commun. Il envoie des idées. Après, chacun est à même de se prendre en main. Et si on veut bosser différemment, il est à l'écoute et il est capable de proposer autre chose. Donc, il sait répondre aux besoins de chacun. Maintenant, son travail, c'est surtout de répondre aux besoins du collectif. Donc, déjà, il se casse la tête pour envoyer des séances que lui-même il prépare tous les jours. Et je trouve ça incroyable. Donc non, non, je trouve que c'est beaucoup. Et il y a aussi le fait que tout à l'heure, on évoquait le suivi. Sidi, tu parlais du suivi. Nous, on doit remplir une application qui s'appelle Training Load au jour le jour sur chaque séance avec des ressentis. Bon, là, qui s'adaptent un peu différemment par rapport au ressenti du terrain, mais c'est quelque chose à remplir aussi au jour le jour. Et il faut qu'il travaille aussi là-dessus. Donc, ouais, encore une fois, il est à l'écoute et il est capable de proposer des choses plus individualisées, mais c'est à chacun de se prendre en main. Très bien. Et du coup, est-ce que vous avez des rendez-vous prévus avec vos clubs prochainement? Nous, des rendez-vous physiques où on se voit toutes. Non, non, nous, prochainement, là, on attend d'avoir plus de visibilité sur l'évolution du virus et la sortie du confinement. Mais pour l'instant, non, nous, c'est plus un contact visio compte tenu des conditions. En plus, on a des joueuses à l'étranger, donc c'est vrai que c'est pas forcément non plus évident pour elles. Donc, pour l'instant, non, on n'a pas de rendez-vous prochain. Nous, on est en pleine période d'entretien individuel sur le bilan de la saison et se projeter sur la saison prochaine. Donc voilà, on arrive sur ces semaines-là, là, les 2 semaines cette semaine et la semaine prochaine, en fait, on est en plein dedans. D'accord. Bah, tu abordes la question de la saison passée. Tu peux revenir un peu avec nous, comment ça a été vécu, cette montée, comment ça s'est passé durant la saison? Bah déjà, la montée, alors on est tous très contents. Il y a énormément de joie parce que on a bataillé toute la saison pour aller la chercher et puis c'était pas une mince affaire et en plus c'était quelque chose de très important pour le club. Mais c'est frustrant de la fêter chacun de son côté pour le moment en tout cas et de pas pouvoir fêter ça avec les supporters qui attendaient de faire une belle fête. Après sur la saison en elle-même, on était je peux pas dire qu'on était mal parti parce qu'on était sur un rythme de champion, mais on est tombé face à une équipe de Sedan qui a fait un truc complètement incroyable en restant invaincu, en ayant 13 victoires en 13 journées, pas pris un but. Donc on avait un adversaire vraiment coriace et on a eu un changement de coach fin octobre. Parce que encore une fois, on peut pas dire que c'était un mauvais début de saison parce il avait fait 7 victoires en 9 matchs, donc ce qui est vraiment pas ridicule. Mais quand en face on a 9 victoires en 9 matchs, ben, c'est pas assez. Donc voilà, il y a eu un changement d'entraîneur et puis il y a eu un moment donné où les dynamiques des deux clubs se sont, je dirais pas inversées parce qu'on a conservé la nôtre, mais par contre Sedan
a déjà encaissé son premier but et puis a subi sa première défaite. Et à partir de là, c'est vrai qu'ils ont engrangé beaucoup moins de points et on a réussi à repasser devant. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une saison vraiment riche en émotions parce qu'on est passé par beaucoup d'états. Mais même si on aurait aimé que ça se finisse différemment, ce qu'on voulait, c'était la montée. On a été la chercher. On n'a vraiment pas à rougir de notre parcours. Et donc, on est très, très content de pouvoir l'obtenir et de retrouver avec ce club le Nassosien la saison prochaine. Si tu devais retenir un moment de cette saison, ce serait lequel? Je me souviens d'un match à domicile. On reçoit Belfort. Et dans le même temps, Sedan joue parce on était à égalité de points, il me semble, à ce moment-là. Et Sedan est mené. Nous, on est devant et on sent qu'il y a la pression parce que Belfort, je crois qu'on menait 2-0, ils reviennent à 2-1 et puis ils commencent à pousser. Donc, on a un petit peu chaud. Et puis, dans les tribunes, à un quart d'heure de la fin, le stade explose. Et on comprend que en fait, c'est parce que Sedan est en train de perdre et qu'on est en train de récupérer la première place. Et ça a été un dernier quart d'heure vraiment incroyable. Et en fait, ça se passait quasiment pas sur notre terrain. Ce qui se jouait, c'était pas vraiment sur notre terrain. Et finalement, l'explosion du stade à ce moment-là, et puis le fait de rebasculer, ça a été vraiment un tournant. Et c'est vrai que ça s'est matérialisé par cette explosion, encore une fois. Et ça a été marquant, ouais. Et puis c'est quelque chose qu'on attendait depuis un moment parce que on a compté jusqu'à 8 points de retard. Et donc ça se refait pas du jour au lendemain. Et on a réussi à reprendre 5 points d'avance. Donc c'est que quelque part on a fait du bon boulot et à ce moment-là basculer sur quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment, ouais, ça a été marquant, ouais. Très bien. Clara, tu peux parler un peu des moments forts de ta saison? Ouais, alors on a eu une saison un peu mitigée avec des hauts et des bas. On avait bien commencé. Après, on a connu une période un peu plus de flottement. Et là, en ce début d'année 2020, on commençait à se relancer et à retrouver un peu des sensations et des émotions. Alors, le match là qui me vient à l'esprit et où on a connu des émotions fortes, c'était dans le derby parisien. On venait d'enchaîner des résultats assez compliqués et c'était le match avant la trêve et donc on jouait contre Fleury. Donc on avait le match en main, on menait 2-0 à la 85e et à la 92, il y a 2-2. Enfin, elles reviennent au score à la 92e et donc on engage le ballon et donc on le met devant, la gardienne adverse le récupère, elle relance et là, la 94e, on a action de but sur le contre et sur la relance de leur gardienne et on marque. Donc ça, en termes d'émotion, ça a été inespéré. C'est vrai que ça a été une émotion forte et intense et on n'avait pas connu ces émotions-là depuis longtemps. Donc là, ouais, c'est ce match-là qui me vient à l'esprit. Après, on a réussi à faire des bons résultats aussi. On a battu Montpellier chez elle. Donc ça, c'était un résultat où on avait bien joué, on avait montré de belles choses. Donc c'était un résultat prometteur pour la fin de saison. Après, malheureusement, ça s'est arrêté. Mais voilà, c'est comme ça. Mais ouais, il y a eu des matchs plus compliqués que d'autres et on a quand même connu des moments, des beaux moments ensemble. Et on a bien travaillé. Tout au long de la saison, en fait, on a mis en place notre jeu et on commençait de mieux en mieux à jouer ensemble. D'accord. N'hésitez pas à poser des questions en direct. Donc, nos deux invités pourront les voir. Et puis, comme ça, on pourra avancer progressivement dans le courant de l'émission et y répondre. Je pensais tout à l'heure à revenir un peu sur vos parcours respectifs. Du coup, Clara, toi, tu as commencé tu es originaire de Sainte-Luce, je disais tout à l'heure. Et tu as évolué progressivement jusqu'à atteindre ta première sélection. Tu peux revenir un peu sur ton parcours et justement pour nous parler un peu de toi, pour qu'on te découvre, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, alors j'ai commencé à l'âge de 7 ans
à l'Union Sportive Lycéenne, donc c'est le club de Sainte-Luce. Donc j'ai commencé à jouer avec les garçons, donc jusqu'à l'âge de 15 ans, parce qu'à partir de 15 ans, une fille ne peut plus jouer avec les garçons. Donc à l'âge de 15 ans, je suis partie à La Roche-sur-Yon, donc c'est en Vendée, pour jouer avec les filles. J'ai commencé à jouer en 19 nations pendant 3 ans. Et La Roche-sur-Yon, ils avaient une équipe une équipe de seniors qui était en D2. Donc j'ai fait un an de D2, on est monté en D1. Et donc j'ai vécu cette montée avec La Roche. Et à la fin de la saison, j'avais été repérée par Juvisy. Et donc ma condition, c'était si La Roche descendait, bah, je voulais bien. J'essayais de passer un palier, donc je voulais bien partir à Juvisy. Et si La Roche se maintenait en D1, je souhaitais continuer avec La Roche-sur-Yon. Malheureusement, La Roche-sur-Yon, on est descendu en D2, donc du coup, j'ai fait le choix de partir à Juvisy. Et Juvisy a fusionné avec le Paris FC. Donc le Paris FC, à la base, ça n'avait pas d'équipe masculine. Et Juvisy n'avait pas de... Non, le Paris FC n'avait pas d'équipe féminine et Juvisy n'avait pas d'équipe masculine. Et du coup, on a fusionné. Et donc là, c'est ma quatrième année au sein du Paris FC, en D1 du coup. Et ta première sélection, comment tu l'as vécue? Donc ouais, j'ai des sélections, j'ai fait toutes les sélections jeunes, donc ça a commencé en U16 et jusqu'en U23. Et en août 2018, j'ai vécu ma première, enfin c'était une convocation en équipe de France, parce que donc j'ai passé toute la semaine avec l'équipe de France A, mais on a joué contre le Mexique et moi je suis pas rentrée, donc on peut pas comptabiliser ça comme une sélection, mais en tout cas j'ai vécu une semaine qui a été très enrichissante et qui me servira pour plus tard. Ah, ok. On te souhaite de vivre ta première vraie sélection et de tes premières minutes avec les A. Et du coup, pour revenir à toi, Samuel, sur ton parcours. Ah, moi, on y est jusqu'à demain. Non, non. C'est sûr. Non, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé à Cholet parce que je suis originaire de Cholet jusqu'à 15 ans. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation du FC Nantes où j'ai fait 3 années. À sortir, ma première année senior, je l'ai faite à Vertou. Ensuite, j'ai fait 1 an à Vertou. Je suis passé à Luçon, en Vendée. Donc de Vertou en CFA2 et puis à l'époque et puis Luçon en CFA. À sortir de Luçon, je suis parti 1 an aux États-Unis dans le cadre, on va dire, d'un sport-études parce que j'étais en université et je faisais partie d'une équipe universitaire. Je suis rentré en France et je suis revenu à Cholet où j'ai fait 2 saisons en CFA2. Après Cholet, je suis passé à Fontenay-le-Comte en CFA où j'ai fait 2 années. Fontenay-le-Comte, je suis parti à Épinal 2 années en national. Ensuite, j'ai intégré la réserve du PSG pendant 1 an. Et puis depuis 2 saisons, je suis à Bastia. Voilà, pour essayer de la faire courte. Et comment s'est passée ton intégration à Bastia? Bah, ça s'est plutôt bien passé et ça a été assez rapide parce que déjà, je suis arrivé en cours de saison, je suis arrivé en octobre. Et tout le monde m'a mis dans le bain assez rapidement parce qu'il y avait un besoin. Et puis j'ai joué tout de suite. Et j'ai eu des bons retours et j'ai donné satisfaction assez rapidement. Donc ça a été assez facile. Et puis c'est vrai que bon, il y a un petit événement qui a facilité mon intégration. C'est mon deuxième match pour le club et le premier à domicile où on est à 0-0 contre l'équipe qui est première à l'époque. Et à la 85e, je marque et on repasse devant. Donc le stade explose et c'est vrai que ça permet de. Ça a été un but qui a été important et du coup, bah, forcément, ça aide pour l'intégration. Voilà. Bah oui. Tiens, on a une question, Samuel, pour toi. Là, on a reçu ça de Ismaël Benhamed. Il te demande d'enlever ta casquette. Alors déjà, c'est pas une question déjà, et je reprends pas l'ordre d'Ismaël Benhamed. Si tu avais une anecdote à raconter sur Ismaël, justement, puisqu'il te cherche, ce serait pas mal. Des anecdotes.
Des anecdotes. Ce garçon, c'est quelqu'un de qui je suis proche parce que on n'a pas grandi ensemble, mais on a eu des amis en commun et puis on a été assez proches rapidement depuis l'âge de, on va dire depuis nos 15 ans parce qu'on a toujours joué l'un contre l'autre. Quand il est passé à La Roche, puis on s'est retrouvé à Épinal ensemble. Donc, euh, donc ouais, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'il était bien content, casquette ou pas casquette, que je lui fasse à manger euh, quand il habitait chez moi à Épinal. C'est des pâtes tous les jours. Non, on essayait de varier. Il fallait bien. Mais c'est vrai on aimait bien les pâtes, ouais. Je sais qu'il ne sait pas cuisiner. Donc, si tu ne l'as pas sauvé de ce côté-là. Il nous parle d'une panenka aussi en Coupe de France. Ouais, ben, la saison passée, on joue en huitième de finale de Coupe de France. On reçoit Caen. Donc déjà l'objectif du club, c'était de pouvoir faire revivre un court instant les ambiances de Ligue 1 parce que là, donc on était en National 3 et faire remplir le stade, ça passait forcément par une performance en Coupe de France et donc là on avait quand même rempli l'objectif. On reçoit une Ligue 1 et puis on a fait une grosse prestation parce qu'on arrive quand même je dirais, à leur tenir la dragée haute. Et puis, on arrive à une séance de tir au but et je me présente avec un petit bandeau super sympa sur la tête parce que je m'étais fait sauter l'arcade. Et voilà, j'ai décidé de mettre une panenka à mon ancien collègue Erwin Zelazny, pour ne pas le citer. Et c'est vrai que ça a fait réagir beaucoup de monde. Je sais pas si je le referai avec le recul, mais sur le moment, j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen de marquer. Très bien. Voilà. Et Tara, du coup, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur ton parcours déjà? Là, comme ça, non, j'ai pas d'anecdote. Le championnat d'Europe, quand même, non? Ouais, Oui, si, ouais. exact. Ouais, donc, ouais, oui, c'est vrai, ouais. En 2016, donc, j'ai participé à l'Euro U19 en Slovaquie. Et donc, on est allé en finale contre l'Espagne. Et en fait, pendant la finale, il s'est mis à pleuvoir. Enfin, il y a eu un énorme orage et il y a eu des trompes d'eau qui sont tombées. Et donc, on a continué à jouer. On a fini la première mi-temps dans des conditions déplorables. Et donc, à la mi-temps, donc, on n'a pas pu reprendre tout de suite. Enfin, on a attendu les 15 minutes. Et en fait, on nous a dit non, là, c'est impossible qu'on reprenne le match. Le ballon, il roule pas. C'est pas possible. Et donc, ça continuait de pleuvoir, ça continuait de pleuvoir. Il y avait l'orage. Enfin, c'était assez catastrophique. Et donc, on a attendu plus d'une heure, enfin 1 heure et demie dans les vestiaires sans savoir si on allait pouvoir jouer la deuxième mi-temps ou pas. Donc, on attendait de savoir la décision de l'arbitre, si la finale était reportée pour jouer sur un synthétique le lendemain. Enfin, on gagnait 1-0 en plus, donc nous, ça nous arrangeait de finir le match, mais les Espagnols, elles voulaient recommencer le match. Donc ça a été assez incroyable. Et finalement, au bout du compte, on a repris le match, mais enfin, même quand je revois là les images, en fait, c'était impossible de jouer dans dans des conditions comme ça. Le ballon, il roulait pas sur les couloirs. Dès qu'on voulait courir, enfin, dribbler, en fait, c'était pas possible. Il y avait que de l'eau qui sortait. Et donc, on menait 2-0. Elles reviennent à 2-1 à la fin du match. Et notre gardienne, elle arrête un penalty. Donc, ça a été des moments très, très intenses en termes d'émotion. Et à la toute fin du match, il y a une attaquante espagnole qui se présente seule face à notre gardienne. Et en fait, elle tire au-dessus. Et bah, c'était à cause des conditions. Donc, c'est vrai que la vidéo, elle a fait un peu le tour du web. Mais c'est vrai que c'était tellement des conditions qui étaient impossibles à jouer. En fait, tant qu'on n'était pas sur le terrain, on ne pouvait pas forcément s'en rendre compte. Mais
Donc l'Espagnol a loupé et au final, au bout du compte, on est championne d'Europe. Donc c'est vrai que c'était un match un peu d'anthologie et assez particulier, mais ça s'est bien fini pour notre part. Donc, une victoire qui restera gravée dans les mémoires. Ouais, c'est sûr, surtout quand il y a le titre au bout. Donc ouais, c'est vrai. Du coup, on a une question. Donc, Samuel, comment as-tu vécu le match à Duga? Pardon pour la prononciation. Qui peut prononcer parce que le nom pour ne pas écorcher. Dugoguez. Donc, cette saison avec les supporters. Forza Bastia. Bah, ça a été. En fait, je l'ai vécu d'assez près parce que j'ai passé ma deuxième mi-temps à m'échauffer à côté du camp. Donc, j'étais assez près du bruit qu'il pouvait faire et franchement, c'était incroyable parce que ça avait fait parler ce match-là dans la préparation parce que Sedan voulait qu'il y ait une grosse affluence. Ils ont fait en sorte que des supporters bastiais puissent se déplacer et il y a eu un parquage de 1200 bastiais. Donc ça nous a permis de vivre une ambiance qui ressemblait à celle de la Ligue 1. Ça chantait, franchement, ça a chanté tout le match. C'était un match c'est peut-être pas le plus beau match qu'il y a eu dans la saison. C'était un match qui était un petit peu fermé parce que c'est vrai il y avait beaucoup d'enjeux. Mais en tout cas, c'était vraiment plaisant d'être dans cette ambiance-là. Je regrette un petit peu de pas avoir pu fouler la pelouse, mais encore une fois, j'ai vu des choses que j'aurais pas vues si j'avais été sur le terrain. Donc, et voir le public bastiais du début à la fin, même s'ils étaient que 1200 et qu'en face il y avait 10 000 Soudanais, faire le plus de bruit qu'eux, simplement. C'était c'était incroyable. Et puis même si je le savais déjà, ça permet de se rendre compte que ils aiment leur club à un point qui est incroyable on peut que les en remercier parce que ça nous pousse. Et donc voilà, ouais, c'était une très très grosse ambiance avec du chambrage, en tout cas dans les tribunes, c'était du chambrage plutôt gentillet. Ouais. Et, franchement, c'était sympa. Ouais. On vous salue, peuple de Bastia. On a hâte de découvrir, en tout cas en national, ce que ça va donner. Et de toute façon, on reste en contact, Samuel. Et si l'occasion nous est donnée, on ne manquera pas de venir vivre ça. Je sais que Jérémy, toi, tu as déjà vécu une ambiance pareille à Bastia. Peux-tu nous raconter un peu aussi cette expérience? Ouais, je pense que de toute façon, le Sporting, il est pas à sa place en national. Je sais que ils vont mettre tous les moyens pour retrouver l'élite le plus rapidement possible. Je l'ai vécu, ouais, sur un match amical durant l'été, durant des vacances. C'était contre Retafe. Et là, je m'attendais à un petit match de prépa, quoi, classique. Sauf que c'était une ambiance de folie. Des fumigènes, on voyait même plus. C'était en pleine journée, mais tellement de fumée, de feux de Bengale qu'on ne voyait même plus le terrain, quoi. Donc c'était impressionnant et ça chantait du début jusqu'à la fin. Et comme disait Samuel, ça chambrait, quoi. C'est des chambreurs, c'est le peuple bastia, ils aiment leur club, quoi. Ils vivent pour leur club. Et ouais, c'est des sacrés clubs de supporters qui aiment réellement leur club. Et en tout cas, comme on peut le voir dans la ville, tous les marques de sympathie autour de leur club, effectivement, c'est vraiment une identité, quoi. Super. Et quand on va, alors je plus le nom du stade à Furiani, c'est Césarée. Dis-moi exactement, Sam. Armand Césarée. Bah, voilà. Vous m'excuserez de l'accent, mais tu sais que tu arrives dans un chaudron, quoi. J'imagine que à côté de Saint-Étienne, quand on dit que c'est le chaudron vert, bah là c'est le chaudron bleu, quoi. Ok. Tu vas là-bas, j'imagine que tu as déjà la pression. Tu rentres sur le terrain, en tant qu'adversaire, tu dois avoir la pression parce que il y a une telle ambiance dehors que voilà. Et concernant
l'équipe, je suis persuadé qu'ils arrivent à se transcender grâce à cette atmosphère. C'est dit? Donc, du coup, est-ce que du coup, ça joue vraiment sur le mental, le fait d'arriver dans une ambiance comme ça où tu sais que le public en face, il va essayer de te manger pour te déstabiliser et les joueurs, est-ce qu'ils sont préparés à ça? Écoute, j'aurais te dire que chaque profil est différent et puis chaque équipe et club sont différents. Effectivement, c'est clair que ça joue sur le mental. On le sait aujourd'hui qu'au plus haut niveau, on doit être préparé athlétiquement, physiquement, mais aussi mentalement. Et puis, on a plein d'exemples de joueurs qui débarquent, qui sont super bons et puis qui atterrissent dans une équipe et puis ils s'éteignent complètement. Il suffit que, comme disait Samuel tout à l'heure, il suffit que tu loupes l'immanquable et puis après, c'est dur. Après, tu rames. Et puis, si t'as pas le mental ou t'as pas l'entourage pour t'aider à remonter, c'est compliqué. On l'a vu sur plusieurs joueurs de Ligue 1. Voilà, j'en cite Germain qui a fait une super saison à Nice et puis à Marseille qui a complètement disparu alors que c'est un super joueur. Et puis voilà, c'est vrai que quand tu arrives dans ces clubs-là où ils veulent que tu mouilles le maillot et que tu respires et que tu aies du sang bleu qui coule dans les veines, c'est clair que tu dois avoir un mental costaud et que tu dois être prêt à relever le défi. Il faut bien réfléchir avant d'aller dans ce type de club. Tu as une influence sur le stress qui est claire selon le choix où tu vas. Ok. Donc, hormis le foot, est-ce que vous avez... comment vous occupez vos journées, Clara? Alors moi, en parallèle du foot, là, je suis en cinquième et dernière année d'école d'ingénieur à Polytech à Orsay. Donc du coup, donc c'est pour valider mon diplôme. Dans ce cadre-là, on devait effectuer un stage. Donc j'ai commencé mon stage une semaine avant le début du confinement. Je le fais au sein de CBI Industrie. C'est une filiale de Vinci et Vinci, c'est un partenaire du Paris FC. Donc c'est par ce biais-là que j'ai pu trouver ce stage. Et donc, je suis actuellement en télétravail. Donc, c'était pas forcément évident puisque tous les chantiers étaient à l'arrêt. Mais donc, j'ai effectué essentiellement des recherches bibliographiques pour, euh, pour essayer de remplir un maximum les missions qui m'étaient demandées. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais voilà, c'est comme ça que j'occupe aussi mes journées en continuant mon télétravail dans le cadre de mon stage. Donc, il y a déjà un projet de reconversion derrière. Ouais, en fait, je suis dans le cadre d'un double projet. Là, j'ai la chance d'être au Paris FC. C'est un club qui prône le double projet et on a les entraînements tous les jours qui sont en fin de journée pour justement permettre à l'ensemble des joueuses ou d'être en études ou de travailler. Et donc, ça me permettait de la journée de me consacrer à mes études et le soir de me consacrer pleinement au foot. Après, moi, c'est un choix. En fait, j'ai besoin de ça pour être performante et c'est un équilibre, ça représente un équilibre pour moi. J'ai besoin de faire autre chose la journée pour penser à autre chose que le foot et comme ça le soir après j'arrive, je suis totalement à 100% dans mon projet sportif. Donc là, le fait de valider mon diplôme, ça va permettre aussi d'avoir un après-carrière et donc de voir plus loin et de voir sur le long terme. Pour gagner en sérénité. Comment? Ça te permet de gagner en sérénité, sur ce que j'ai compris, en Ouais, fait, voilà. le fait d'avoir... Ok. Je voulais rebondir sur ça, Clara, parce qu'effectivement, j'étais tombé il y a quelques mois de ça, je crois, sur un reportage te concernant. Effectivement, par rapport à ton double projet, vu que effectivement, tu as quand même un train de vie qui est beaucoup rythmé, donc notamment avant ce confinement-là. Et moi, je voulais savoir, du coup, avec ce double projet, vu que maintenant on est passé du tout au tout, vu que tu avais quand même un emploi du temps assez draconien, tu éprouvais forcément de la bonne fatigue. Maintenant, vu que tu es plus ou moins à l'arrêt, même si voilà, tu essaies de t'occuper autrement en étant confiné, je voulais savoir quel genre de fatigue tu peux ressentir maintenant, parce qu'en étant passé du tout au tout, c'est quand même bien changeant. Ouais, c'est vrai que c'est une fatigue qui est différente, mais je vais quand même essayer de garder des conditions, enfin des heures de sommeil qui correspondaient à mes heures de sommeil d'avant. Je vais essayer de ne pas me lever trop tard, de mettre un réveil le matin pour continuer d'avoir un rythme de vie qui se rapproche de celui que j'avais avant. Après, c'est vrai que enfin, ça me permet de pouvoir dormir un peu plus, de prendre plus de temps pour moi, chose que je n'avais pas forcément le temps de faire avant. Donc, ouais, ça permet
de me redécouvrir un peu et de travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, je prends le temps de faire les choses. Là, je fais du yoga, je jardine un peu, j'essaye de trouver des occupations que j'ai pas l'habitude de faire en temps normal. D'accord. Et toi, Samuel, Ok. tu as des idées de reconversion déjà? Après, on prendra la question d'Alberto. Ouais, moi je suis un petit peu plus proche de la fin, donc il faut. Ça fait un moment que j'y ai réfléchi, pardon. Euh, Déjà, tant que je pouvais le faire, j'ai fait mes études en parallèle du foot. C'est pour ça aussi que j'étais parti aux États-Unis et je suis parti aux États-Unis après avoir validé une licence professionnelle en gestion de patrimoine. Donc, j'ai déjà un bagage qui est assez complet. Maintenant, je reviens forcément après un an avec une langue étrangère que je maîtrise. Donc, il y a cet aspect-là qui m'attire dans la gestion de patrimoine et pourquoi pas rester dans dans l'aspect foot parce que j'aimerais après la carrière enfin de joueur, j'ai pas envie de rester trop proche des terrains et redonner du temps en tant qu'entraîneur. Mais par contre, pourquoi pas accompagner des sportifs dans la gestion de patrimoine parce que on sait tous que pour certains, c'est délicat de toucher un premier salaire en tant que footballeur pro, donc pas faire n'importe quoi, pouvoir réussir à les accompagner. Il y a aussi des projets sur lesquels je travaille depuis maintenant 4-5 ans, des projets nantais. Parce qu'il y a une structure qui s'appelle Sportpack, qui regroupe Footpack notamment, qui est pour ceux qui connaissent pas, le site numéro un, le site spécialisé numéro un sur les équipements de football, donc qui décrypte toutes les sorties de tous les équipements. Donc on travaille ensemble depuis un petit moment et ben en ce moment, pendant le confinement, on fait un petit peu ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire on fait des lives avec des joueurs professionnels et c'est moi qui les anime. Okay. Donc on a fait la semaine dernière, j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec Ricardo Fati et puis comment j'ai perdu son nom, Yann Bodiger. Okay. Voilà, donc il y en a d'autres qui arrivent et puis il y a une autre structure qui s'appelle le Réseau Foot qui appartient plus ou moins à cette structure Sportpack qui travaille un petit peu de main dans la main aussi. Et le Réseau Foot, c'est une passerelle de mise en relation entre les joueurs et les clubs au niveau amateur, parce que au niveau professionnel, un joueur aura des facilités pour avoir des contacts via son agent. Au niveau amateur, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc voilà, on travaille sur de la mise en relation entre les joueurs et les clubs. On essaye de faciliter on va pas dire des transactions, mais ouais, des mises en relation. Et on a matérialisé tout ça par un événement physique qui s'appelle la draft, qui existe depuis 2 ans maintenant. Ça se passe où? Alors, l'année dernière, ça s'est passé à Saint-Julien-de-Concelles sur 2 jours. Il y a eu plus de 80 joueurs qui ont été regroupés, qui ont formé, si je ne me trompe pas, on était 6 équipes, 6 équipes sur 2 jours qui s'affrontent sous forme d'un mini tournoi. Et puis à l'issue de ça, on a sorti un 11 type. De ce 11 type, on a sorti un MVP de l'événement et ce MVP, grâce à Footpack qui participe aussi activement à l'événement, a été doté pendant un an comme un pro par Puma. D'accord. Donc forcément, à cet événement-là, on invite les joueurs et puis il y a eu, bon, j'ai dit qu'il y avait plus de 80 joueurs qui ont participé, mais il y a eu plus de 500 inscriptions. Okay. Donc ça prouve qu'il y a beaucoup d'engouement et il y a une grosse demande. Et pour le coup, on invite aussi des coachs de la région à venir et puis parce que ça leur permet de préparer aussi leur mercato. Ouais. Le but étant pour les joueurs, pas seulement de se dire bah moi je recherche un autre club,
mais de se dire, ça me permet de me confronter à des joueurs qui sont d'un autre niveau, parce que il y a eu des joueurs de R3 qui ont participé et des joueurs de N2. Quand tu mélanges tout ça, ça donne un truc qui est plutôt sympa et qui permet à certains joueurs de se dire, ah ben finalement peut-être que je peux aspirer à mieux. Je vais continuer à bosser là où je suis ou je vais chercher une autre opportunité. Il y a un aspect média aussi parce que encore une fois l'apport de Footpack est important et donc ça permet de créer du contenu euh, qui est utilisé sur les réseaux sociaux notamment par tous ces joueurs-là. Il y a l'aspect sponsoring parce qu'il y a un joueur qui a eu la chance d'être doté pendant 1 an par Puma et qui a touché toutes les dotations exactement comme Griezmann par exemple. Donc c'est pas rien. Ouais, encore une fois, pour un club, c'est intéressant de venir et puis de se dire, bah, voilà, il y a tous ces joueurs-là qui viennent pas seulement de la région, parce qu'il y a des joueurs qui venaient de l'étranger. Il y a des joueurs qui ont pris le train, notamment il y a des joueurs que j'ai affrontés en N3 Méditerranée l'année dernière, qui ont participé à l'événement qui était à Saint-Julien-de-Concelles, qui ont payé leur déplacement, qui ont payé leur logement pour participer à cet événement. Donc là, cet été, ça devait se dérouler. On devait avoir 3 dates et essayer de voyager un petit peu dans toute la France. On devait refaire ça ou sur Nantes ou sur Rennes. Bon, c'est un petit peu compromis pour cet été, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une date cette année, a priori en décembre. Donc, on va retravailler sur tout ça. Mais c'est quelque chose qui demande à grandir. Et pour ma part, travailler là-dessus, c'est vraiment très enrichissant parce que je sais que quand moi j'ai réussi à atteindre mes objectifs parce que j'ai rien lâché et puis j'ai réussi à avoir des contacts et notamment d'ailleurs c'est Réseau Foot qui m'a mis en contact avec mon agent qui par la suite m'a fait signer mon premier contrat professionnel à 28 ans. Ouais. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là parce que par manque de contact. Et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais que j'aurais aimé dans ma carrière, voilà, plus jeune, avoir la chance bah, d'avoir cette mise en relation-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs à tous les niveaux qui demandent du contenu et de la vidéo, par exemple, pour recruter des joueurs. Un CV, ça suffit plus forcément. Et ben, cet événement permet justement d'avoir ce contenu vidéo et ça répond à une demande à la fois des joueurs et à la fois des clubs. Donc, je trouve que c'est bien et puis ça permet de développer un peu le foot à tous les niveaux. Donc, c'est excellent ça. Qui passe, excellent. On est limité sur le live là. Donc, je reviens un peu sur. Mais je te remercie en tout cas, très enrichissant. Tu ne manqueras pas de nous tenir informés sur le déroulé, la suite. Juste une chose, Vince, je voulais juste poursuivre sur ce qu'a dit Sam. Les dates qui étaient prévues en été, tu disais qu'il y avait 3 dates. Elles sont ces 3 jours d'affilée ou c'est des jours qui sont espacés dans le temps? Non, là c'était des jours qui étaient espacés parce que comme je disais, on voulait faire ça dans un peu plus de lieux différents. Donc on devait avoir des dates dans l'ouest de la France, dans l'est et plutôt dans le sud. Donc le temps alors c'était sur la même semaine, c'était prévu sur la même semaine, mais avec quelques jours d'intervalle pour pouvoir mener à bien le projet simplement. D'accord. Clara, je reviens sur toi. Je sais que tu es en lien toujours avec les clubs de la région, notamment la section féminine au Sporting. Et je pense que les filles, les jeunes aimeraient te faire un coucou, mais bon, elles sont pas avec nous. Et je sais que tu es très investi. Et puis, tu peux leur dire un mot pour les encourager. Voilà, sur cette édition qui a été annulée. Ouais, je leur fais un petit coucou et faut qu'elles continuent de travailler, même si les conditions elles sont pas forcément évidentes, mais il faut qu'elles continuent de travailler et qu'elles croient en elles. C'est le plus important de prendre du plaisir tout ensemble. Ok. Jérém, par rapport à ça, je sais que comment s'est passée justement la rencontre avec Clara? Bah écoute, le plus simplement possible, hein, à travers son papa. L'idée, c'était de pouvoir trouver une marraine à notre académie féminine et Clara a gentiment accepté. À travers ça, elle peut donner des conseils aux jeunes filles
elle participe également puisqu'elle donne ses anciennes dotations vestimentaires, elle les reverse au club de manière à que les filles puissent avoir des équipements pour s'entraîner. Donc c'est énorme pour les petites filles puisque voilà, elles ont les équipements d'équipe de France, Merci. avec le nom de Matteo dans le dos. Donc à tous les internautes, ne demandez pas des maillots à Clara puisqu'ils sont tous au Sporting. Donc les œuvres caritatives, vous oubliez tout est au Sporting. Alors allez, vous avez pu remarquer durant l'émission qu'elle est très très humble. Même le championnat d'Europe, elle en a pas parlé, alors qu'elle est quand même championne d'Europe. Donc du coup, c'est vrai qu'elle n'en parle pas forcément de son investissement auprès des clubs amateurs. Pour En ça, tout cas, elle est très présente. Donc un grand merci. Merci. Du coup, pour revenir sur les deux activités, Samuel, je pense que le Sporting est en train de développer, va peut-être avoir un terrain, va avoir un terrain prochainement. On t'invite à venir à Nantes avec ton événement. On sera très heureux de t'accueillir. Et forcément, Clara, toi, du coup, tu es dans le cœur et avec nous sur les événements au Sporting. Et donc, je vois le timing qui est en train de passer. Je sais qu'il y avait une question tout à l'heure, les buts les plus importants. Mais du coup, par exemple, je crois qu'on va être très, très court pour répondre à cette question. Tu nous excuseras. On la prend quand même. Hein? On la prend quand même. On la prend, bah oui, du coup, pour finir sur ça, vos buts les plus importants à vos yeux, par exemple. Quel but est le plus important à vos yeux? C'est un peu difficile de choisir, mais je dirais pour en revenir au championnat d'Europe, en demi-finale, on jouait contre la Suisse. On perdait 1-0 à la mi-temps et j'étais remplaçante. Et donc le coach, il me fait rentrer, moi, une autre partenaire à la mi-temps. Et pendant les choses de la mi-temps, on se disait, bon, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on gagne. Enfin, voilà, on essayait de se motiver. Et donc, à peine 2 minutes après la mi-temps, elle rentre, moi je rentre en attaquante, elle milieu gauche, elle me fait un centre et je marque de la tête. Et après, en fait, ça a été un enchaînement d'événements. En fait, en l'espace de 15 minutes, on a réussi à renverser le match. Et donc, je fais une passe décisive pour le deuxième but et je marque le troisième but. Donc, c'est vrai que c'était un match assez particulier pour moi. Et ça s'est fini par une victoire et une place en finale qui a été gagnée. C'était une combinaison avec Cascarino, c'est pas ça? C'était Perle Moroni qui m'avait fait le centre à gauche, mais oui, il y avait Daphine Cascarino aussi sur le terrain. Enfin, les deux sœurs étaient sur le terrain. Super. Pour finir sur Samuel, du coup, le but qui est le plus important pour toi? Ouais, on va faire simple, hein, celui que j'ai marqué la saison passée et qui a délivré le stade à la 85e. Voilà. Je pense que c'est en tout cas, c'est le plus récent et avec autant d'importance. Ouais. Du coup, je crois que la dernière question, c'est Clara, es-tu encore sous contrat avec le Paris FC? Oui, il me reste encore 1 an de contrat. J'avais signé jusqu'en 2021. Ok. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie, Clara et Samuel. On était très heureux de vous avoir avec nous pour cette deuxième édition. Et comme on l'a dit, on reste en lien forcément pour la suite des événements. Messieurs, donc on a fait une bonne heure de discussion et d'échange. On en garde un peu pour les prochaines. Merci à tous. Merci à tous, Samuel, Clara, bonne continuation à vous. Merci d'avoir accepté d'être venu avec nous. Merci à vous, c'était vraiment sympa. Merci. Ok. Écoutez, nous, c'est comme au plaisir de te revoir. Now Sport, la télé 100% nantaise. Et puis, pour les passionnés avec des passionnés. Et on vous remercie. À la semaine prochaine pour un nouveau débat, une nouvelle thématique. Merci à vous, l'équipe. Merci, Clara. Merci, Samuel. À vous, les studios. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Salut.